Il y a 59 ans, la Haute-Volta passait du statut de colonie à celle de république. L'accession à la souveraineté nationale et internationale n'a pas été la seule lutte des voltaïques. De sa suppression en 1932 à sa reconstitution en 1947, nous vous proposons ce soir un coup de projecteur sur l'histoire singulière de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Avec une moyenne de 17,96 sur 20, Aïcha Farida Ouedraogo est la première au baccalauréat au plan national. Une performance exceptionnelle pour cette jeune fille d'à peine 18 ans qui compte devenir plus tard ingénieur dans les mines. Et puis la Turquie, alliée de Damas dans la guerre contre les terroristes, réaffirme son soutien au régime de Bachar el-Assad. Ankara veut lancer une opération militaire contre des Kurdes dans l'extrême nord de la Syrie. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La nouvelle a été accueillie avec des scènes de liesse dans toute la Haute-Volta. Le 5 août 1960, le pays était enfin libéré de l'administration coloniale et devenait indépendant avec Maurice Yaméogo comme président. Une date gravée dans le marbre de l'histoire et dans la conscience collective des voltaïques devenus burkinabés, mais les voltaïques ont dû lutter pour exister car la marche vers la construction de la colonie et de la nation a été parsemée d'embûches. Retour sur les temps forts de l'histoire de la colonie et de l'indépendance avec Christine Koulibaly. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Une phrase historique et des scènes de liesse partout en Haute-Volta. Nous sommes le 5 août 1960. Au centre, à l'ouest, bref, partout dans le pays, l'on chante et danse la souveraineté retrouvée. Souveraineté perdue à la fin du 19e siècle, marquant le début de l'impérialisme français dans les territoires de la Haute-Volta. La Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, qui a vu le jour en 1919, à la suite d'une histoire coloniale mouvementée, faite de courses aux traités, de conquêtes, de résistance et surtout de servitude pour les populations d'alors. Des populations auxquelles l'on demande de produire plus, produire vite et bien, à la fois des céréales pour remplir les greniers de réserve de l'administration coloniale et du coton et des arachides pour le commerce et les impôts. Une politique qui suscite tôt ou tard des révoltes en fonction des groupes en présence. Au détour de l'histoire, la Haute-Volta disparaît de la carte en 1932 pour être reconstituée quelques années plus tard, en 1947, pour service rendu. Dans la même lancée, les prestations sont abolies. S'amorce donc une nouvelle ère, la marche vers l'indépendance. Une période marquée par le sursaut et l'éveil de la conscience politique des populations qui n'aspirent désormais qu'à s'émanciper de la tutelle coloniale. Ne plus rester liées par les chaînes qu'elles venaient d'aider à briser ailleurs est un impératif. Les différentes luttes engagées des partis politiques, des mouvements syndicaux et associatifs ont abouti à la proclamation de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958, puis l'indépendance le 5 août 1960. Fin donc d'une période, certainement l'une des plus sombres pour les peuples de l'ancienne Haute-Volta. S'ouvre donc une autre, une période à propos de laquelle le président Maurice Yaméogo disait « C'est par le labeur acharné au quotidien que chacun de nous fera lever sur cette terre les cités florissantes et les hommes comblés qui doivent marquer le visage de la Haute-Volta. » Une phrase qui garde encore toute sa signification 59 ans après.
Et puis je vous donne lecture de ce message du président du Faso à l'occasion de la proclamation de l'indépendance. Je cite, ce 5 août 2019 marque le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté. Cette commémoration chargée de symboles et d'histoire est l'occasion de rappeler à chaque Burkinabé d'ici et de la diaspora les valeurs essentielles d'unité et de solidarité, tout comme notre identité collective et notre fierté d'appartenir à la même patrie, un ensemble qui forge notre destin commun. À toutes et à tous, je souhaite une bonne fête de l'indépendance. Fin de citation. Lancé ce 3 août à Kaya, le camp Cibal 2019 se donne pour mission de réfléchir sur le phénomène de l'insécurité au Burkina. Les Cibal ont choisi Kaya compte tenu des difficultés auxquelles les populations de la région du Centre-Nord sont confrontées, avec plus de 25 000 déplacés internes. Sensibilisés sur la nécessité de s'unir contre l'ennemi commun, c'est l'un des objectifs de ce camp. Rasmane Zoundi, Draman Guéné. Le choix de Kaya pour le camp Cibal 2019 n'est pas fortuit. Au représentant du maire de la ville, Guy Hervé Kam remet le symbole de la lutte, le balai pour nettoyer le terrorisme et ses conséquences. Kaya compte aujourd'hui plus de 25 000 déplacés internes selon les Cibal. Aujourd'hui, la plupart des politiques publiques de la commune est tournée vers l'accueil, le relogement de ces personnes déplacées-là. Et nous nous sommes dit que venir ici, réfléchir sur la contribution citoyenne à la cohésion, à l'unité nationale, qui sont plus que jamais nécessaires dans ce contexte-là, était un engagement que nous devons prendre et que nous devons faire. Et c'est pour cela donc que le camp Cibal de 2009 à Kaya est radicalement tourné vers ce sujet-là. Ici à Kaya, le mouvement Balai citoyen veut par ce camp contribuer à l'éveil des consciences, au renforcement de la cohésion sociale et surtout à la gestion des conséquences de l'insécurité. Les Cibal, au cours de ce camp, comptent aller manifester leur fraternité à l'égard des déplacés. Nous avons eu des partenaires qui nous ont soutenus, mais le grand nombre de ces personnes déplacées-là fait que toute bonne volonté, tout don serait la bienvenue. Donc nous saluons les Balais citoyens et nous les remercions de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire encore dans les jours à venir. Le camp Cibal 2019 consacre ces 2 jours de réflexion au phénomène de l'insécurité au Burkina. Les participants viennent de différentes représentations régionales du mouvement Balai citoyen. Ne cachez pas le... Le train du PNDS avance difficilement dans le désert sahélien. Le taux de réalisation physique des infrastructures de ce référentiel de développement est de 21%. Les chiffres émanent de la revue à mi-parcours du PNDS. Certaines difficultés, notamment l'insécurité, sont pointées du doigt. La rencontre a justement permis de proposer des solutions pour une meilleure mise en œuvre du PNDS dans la région du Sahel. Le point avec Faisal Sissé et Pinibié Nianou. Ces acteurs intervenant dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS dans la région du Sahel font ici le bilan à mi-parcours de l'année 2019. Un bilan peu reluisant selon ces acteurs et il faut donc trouver des solutions au goulot d'étranglement. La performance n'est pas très élevée. Et un des objectifs de la rencontre à mi-parcours ce matin, c'est de regarder justement qu'est-ce qui a fait que les performances n'ont pas été très élevées au moment où dans cette région du Sahel, on a justement besoin de réaliser des choses qui vont justement permettre que ce que nous craignons tous, la détérioration de la sécurité, ce que nous craignons tous, un certain nombre de fléaux auxquels nous sommes confrontés, puisse être en tout cas traité de façon efficace. 21%, c'est le taux d'exécution physique des réalisations qui sont les infrastructures scolaires, d'eau potable et assainissement, ainsi que la conservation des ressources naturelles. Un pourcentage jugé recevable par la direction régionale de l'économie et de la planification du Sahel. Aujourd'hui, donc, la région du Sahel est confrontée à une problématique sécuritaire qui fait donc que les collectivités territoriales n'ont pas suffisamment
de marge de manœuvre pour mobiliser les ressources au niveau local, mais également qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui ont peur donc d'arriver dans certaines zones pour réaliser des infrastructures. Au sortir de cette rencontre, les conclusions du projet du rapport validé serviront de sillon pour une meilleure mise en œuvre du PNDS dans la région du Sahel. Aider les populations de la commune de Yargatenga dans le centre-est à se doter à moindre frais de la carte nationale d'identité burkinabé. L'opération lancée ce week-end est une initiative du Larlé Naba Tigré pour la propriété donc de la commune. Le ministre du Moro Naba a également financé la mise en place d'une brigade verte. Jean Zongo, Vincent Kendrebego. Ce samedi 3 août, la population sonne le rassemblement à Saint-Cancé pour le lancement d'une opération d'établissement de CNID. L'Arlé Naba Tigré parraine cette opération. Dès ce lundi et pendant une semaine, une équipe de l'ONU sera sur place. Naba Tigré et ses partenaires s'engagent à débourser 1 million de francs CFA pour subventionner l'établissement de la carte à seulement 500 francs au profit de 500 personnes. Cette cérémonie marque aussi le départ d'une brigade verte chargée de la salubrité dans la commune de Yargatenga dont relève Saint-Cancé. Encore une initiative de la LENABA qui a aussi promu 2 forages et la formation de 5 jeunes et 5 femmes à l'aviculture. Je suis un homme qui pense que les Burkinabés doivent s'unir pour lutter contre tous les maux qui minent notre cohésion sociale, tous les maux qui minent notre développement, qui minent la paix et qui minent le développement global. Et c'est dans ce sens que en tant que citoyen engagé pour la cause commune, je me dois de fournir des efforts pour aller dans les 4 côtes de Burkina chaque fois que c'est possible et pour apporter ma modeste contribution pour le changement positif. Pour la commune bénéficiaire, Naba Tigré est un modèle qu'il faut avoir à ses côtés. D'où l'intention du maire de faire de lui un citoyen d'honneur de la commune de Yargatenga dans les prochains jours. De par ses relations, de par son expérience, l'Arlé Naba peut aider la commune de Yargatenga à avancer. Devant un public admiratif, l'hôte de marque assure qu'il ne convoite aucun poste, ni électif ni nominatif. Il exhorte alors chaque citoyen à cultiver l'amitié, la solidarité et l'engagement citoyen. Elle s'appelle Aïcha Farida Ouedraogo. Elle est la première au baccalauréat session 2019 au Burkina Faso avec une moyenne de 17,96 sur 20. Sa performance n'est pas tout à fait une surprise. Première de sa classe depuis le CP1. Elle rêve aujourd'hui d'être ingénieure dans la mine. Son portrait avec Oscar Soulama et Zalissa Sanfou. La voici, la première, la meilleure de tous les bacheliers du Burkina Faso, session de 2019. Avec 17,96 de moyenne, obtenue au baccalauréat série D, Aïcha Farida Ouedraogo n'a pas d'égal cette année sur le territoire burkinabé. En classe, en fait, j'avais 15 de moyenne. 17,96, en fait, c'était une surprise pour moi. Humble et réservé, sinon ces résultats ne surprennent pas la famille. Depuis la classe de CP1, elle n'a jamais occupé la 2e place. Aïcha a toujours été première de sa classe du CP1 jusqu'à la terminale. Donc ça ne me surprend pas beaucoup, quoi. Première nationale, j'étais content, mais je sais que c'est son travail. Toujours première, Aïcha a récolté bien de lauriers avant ce palmarès de meilleure nationale. En seconde aussi, j'ai participé à ProLAF. Maintenant, j'ai parti en Côte d'Ivoire pour faire la phase internationale. Maintenant, en terminale, j'ai gagné le concours à ProMat. En 3e, j'ai eu 17. J'étais la première. Là-bas, ça m'a étonnée. L'échec n'est pas Aïcha. Et l'excellence la qualifie à tout point de vue. Elle n'a ni de passion et de loisir que la bosse. Et ce principe de vie, elle le partage avec tous ceux qui la côtoient.
Une fois, j'ai eu 9 de moyenne. Maintenant, ça n'a pas plu du tout. Et puis, elle a même pleuré. Maintenant, quand elle a pleuré, moi, ça m'a fait beaucoup mal. Comme ça m'a fait beaucoup mal, moi, j'ai travaillé et j'ai eu 15. Aujourd'hui, Aïcha Farida Ouedraogo fait la fierté de tous. Et l'on aimerait ici qu'elle inspire le reste de la fratrie, sinon toute une génération d'élèves. C'est un enfant modèle, ça, sur tous les plans. Parce qu'elle travaille, elle respecte ses parents. Vraiment, c'est un enfant modèle. Je peux dire c'est un don de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Sinon, vraiment, c'est difficile d'avoir des enfants comme ça. Le secret de la réussite se résume en 3 points, selon Farida. D'abord, c'est la rigueur, c'est un. C'est la discipline aussi, et puis enfin le travail. Et c'est en cette manière qu'elle réussit. Les parents disent ici n'avoir pas de mode d'emploi pour guider un élève vers l'intelligentsia. Vraiment, on la surveille, mais Aïcha, pratiquement, elle ne sort même pas. Quand elle quitte l'école, elle rentre, c'est pour bosser. Donc, quand elle se lève à 5 h du matin, elle nettoie la maison, sa soeur lave les assiettes et moi, je prépare. C'était comme ça on faisait. C'est en septembre prochain que Aïcha Farida Ouedraogo aura 18 ans. Mais elle sait déjà ce qu'elle cherche dans la vie. Aïcha rêve de manier ses compétences un jour dans une industrie minière. Là aussi, c'est un choix personnel guidé par les ambitions qu'elle a pour son pays. Actuellement, en tout cas, j'ai postulé pour une bourse d'études au Canada dans le domaine des mines. Une bourse octroyée par Isakan. Aïcha Farida Ouedraogo succède à une autre bachelière à ce palmarès du meilleur national et Aïcha dit ici toute sa fierté de prouver que l'excellence peut porter un visage féminin. Et puis, sachez que le président du Faso Roch, Marc Christian Kaboré, présidera demain, mardi 6 août 2019, la cérémonie marquant la journée de l'excellence scolaire édition 2019. Cette année, ce sont 78 élèves qui se sont distingués lors de ces derniers examens, donc qui seront récompensés, placés sous le thème « Célébrer l'excellence en milieu scolaire pour bâtir une école plus résiliente face aux défis sécuritaires ». Cette journée vise à magnifier l'excellence, à encourager les élèves méritants et à instaurer une saine émulation afin d'améliorer les performances des élèves. Elle offre également un cadre d'échange entre le président du Faso et les meilleurs élèves du Burkina. Connaissez-vous donc la théorie de l'infinité dimensionnelle? C'est une nouvelle théorie mathématique découverte par le Burkinabé Silver Salga. Selon donc ce professeur, c'est une formule qui permet de résoudre certaines équations mathématiques restées jusque-là sans solution. Prenez donc quelques notes de ce cours et de ces explications données par ce professeur mathématicien donc devant la caméra de Vincent Kendrebego. Silver Salga, l'homme qui veut résoudre toutes les équations mathématiques qui de tous les temps sont restées sans solution. Exemple, diviser un nombre par 0. Du primaire à l'université, la réponse reste invariable. C'est de l'impossible ou absurde. Et pourtant, on ne peut pas diviser un nombre par 0 selon la science actuelle. Quand ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas démontrer, ils disent que c'est impossible. Non, mais la nature ne connaît pas l'impossible. C'est bel et bien possible. C'est parce que la science actuelle est limitée. Et moi, j'apporte cette innovation avec la théorie de l'infinité dimensionnelle pour résoudre ces blocages scientifiques séculaires. Théorie de l'infinité dimensionnelle, c'est la nouvelle trouvaille du jeune chercheur burkinabé. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? La théorie de l'infinité dimensionnelle se veut une théorie mathématique révolutionnaire qui permettra d'aller au-delà de la science actuelle, de faire des mathématiques après zéro, après l'infini, ce qui permet d'impacter presque tous les domaines de la science. Ne demandez pas à Silver quel âge il a, car c'est de l'absurde. Encore une révélation de la théorie de l'infinité dimensionnelle.
Si on vous dit que vous avez 30 ans aujourd'hui, vous allez croire que c'est pas que vous avez 30 ans, vous avez juste vécu pendant 30 révolutions de la Terre autour du Soleil. Or, la Terre ne peut pas être un référentiel pour l'univers. La Terre est tellement infime par rapport à l'univers. Donc, vous aurez 30 ans sur la planète Terre, mais vous aurez peut-être plus que 30 ans sur d'autres planètes parce qu'ils n'ont pas le même système de révolution autour du Soleil, par exemple. Donc, en fait, la dimension temps est une dimension immuable, c'est une dimension qui n'évolue jamais. Au contraire, c'est les phénomènes, les êtres et les choses qui évoluent. Les connaissances mathématiques sont-elles alors dépassées? En tout cas, pour lui, il faudra redécouvrir la science et ses formules. On ne peut pas continuer à citer des Thalès, des Pythagore ou je ne sais quelle science de 2000 ou 5000 ans avant. Non, il faut qu'on innove, il faut qu'on fasse la science pour le 10e millénaire. Il ne faut pas que l'on continue à réciter les gens, à être des perroquets de la science. Donc cette théorie de l'infinité dimensionnelle, j'ai encore apporté d'autres innovations mathématiques comme les partitions vidiques. Les partitions vidiques du réel. C'est-à-dire qu'à partir d'un réel, on peut avoir d'autres réels. On ne peut plus se limiter à compter de 0 à 9. Il y a d'autres réels qui viennent après. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Silver Salga présente et explique sa nouvelle théorie devant un public curieux d'en savoir davantage. Finalement, à quoi égale 10 divisé par 0? 10 divisé par 0, il va toujours rester 10. Maintenant affecté à un coefficient qu'on appelle le coefficient transformatoire universel. Notre cours de mathématiques s'arrête là, avant de perdre les pédales. Voilà. En tout cas, nous continuons notre édition et nous parlons environnement. Les effets du changement climatique et l'action anthropique ont fortement contribué à la dégradation des ressources naturelles de façon générale et des arbres en particulier. Le reboisement est alors une alternative. La région du centre apporte sa contribution dans le renforcement de l'écosystème forestier. 1050 plants ont été mis en terre dans la forêt communale de Komsilga. L'opération a lieu dans le cadre de la journée nationale de l'arbre. Roger Bembamba, Oumoussissé. Ils avaient prévu d'en planter 1 millier et c'est chose faite. 1050 plants composés de baobab, de tamariniers et de néré ont rejoint le sol de la forêt communale de Komsilga dans le cadre de la journée nationale de l'arbre de la région du centre. Et ils étaient tous là, les premiers responsables de la région, à mettre la main dans la terre pour cette opération de reboisement. L'objectif principal, c'est vraiment de susciter une mobilisation générale de toutes nos couches socio-professionnelles pour contribuer à inverser la tendance de dégradation de nos ressources forestières et de l'environnement. Que chaque famille puisse planter au minimum 2 plants, soit devant sa cour, soit dans son champ, ou en tout cas dans tout espace qui pourrait vraiment profiter, en tout cas une bonne plantation de ces arbres-là. Et en 10 ans, je pense que l'objectif voulu par le gouvernement sera atteint. En plus des 1050 plants mis en terre, la commune de Komsilga et la direction régionale de l'environnement du centre ont offert 400 pieds de baobab et de manguier aux conseillers municipaux et aux producteurs de la localité. Il faut certes planter des arbres, mais toutes les espèces de plantes ne sont pas utiles. Certains sont même nuisibles. C'est le cas du Tifa, une plante aquatique envahissante qui menace le barrage Umaru Kanazwe de Yako. 50% du plan d'eau sont occupés par le Tifa. Dans sa mission de sauvegarde et de préservation des ressources en eau, l'agence de l'eau du Nakambe a lancé une offensive contre cette plante envahissante. Le point avec Abdelkader Savadoro et Karim Bikenga. Un plan d'eau de 5000 hectares menacé de disparition. Nous sommes aux abords du barrage Umaru Kanazwe dans la province du Passouri. Cette retenue d'eau construite en 1995 est aujourd'hui mise à lieu d'épreuve par le Tifa, une espèce d'herbe envahissante aux grandes dames des usagers. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Le Tifa a non seulement envahi les espaces cultivables, mais aussi il attire beaucoup d'oiseaux granivores. Par ailleurs, une bonne partie de l'eau est occupée par le Tifa. Sur les 5000 hectares du plan d'eau, 3000 sont envahis par le Tifa.
Et c'est contre cette invasion que l'agence de l'eau du Nakambe se met en synergie avec les populations riveraines. Donc nous avons développé une approche de lutte avec la population locale qui a été équipée en matériel spécifiquement conçu, des pirogues et des faucilles particulières qui leur ont permis en 2 semaines, c'est un test pilote que nous avons fait, de dégager plus de 10 hectares. Voilà. Plus de 10 hectares dégagés pour un coup d'essai. Voilà de quoi conforter le gouverneur de la région du Nord qui appelle à l'action. Nous avons un partenaire qui nous accompagne. Nous tenons donc à le remercier et à inviter donc les acteurs locaux afin qu'ils se mettent à la tâche pour qu'on ne perde pas ce plan d'eau. À la suite de la visite sur le terrain, les acteurs se sont retrouvés en atelier à Yako pour s'accorder sur les opérations de destruction du Tifa prévues pour démarrer en octobre prochain. Dans la prévision des techniciens, 50 hectares seront libérés courant 2019. De l'eau, il en faut pour produire, mais pour une bonne campagne agricole, il faut également des intrants agricoles. L'agence turque de développement et de coordination vient de mettre à disposition des producteurs de Korsimoro des semences et de l'engrais, un soutien qui permettra donc aux bénéficiaires d'accroître les rendements. Amadou Ilboudo, Christine Koulibaly. Ils sont des étudiants turcs à la découverte des réalités du pays des hommes intègres. Un programme d'échange d'expériences de la TICA, l'agence turque de coopération et de coordination. Un programme qui a conduit ces étudiants ici à Korsimoro. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Dans ces sacs et cartons, de quoi donner un coup de pouce à l'activité principale de la commune, la maraîchiculture. Nous sommes très heureux et les mots nous manquent, car qui dit Korsimoro dit maraîchiculture. Et si quelqu'un aime ce secteur, c'est toute la commune qui en bénéficie. Ces boîtes de semences et ces sacs d'engrais pour une superficie estimée à 75 hectares devraient accroître la résilience de 200 bénéficiaires directs à Korsimoro. Et ils ne sont pas les seuls. Nous avons ici au Burkina Faso, dans ce cadre, 3 projets. Tous les 3 portent sur l'agriculture. La distribution des semences, des légumes, la distribution des engrais et la distribution des charrues. Ce programme de la TICA est à sa 3e année. Et après Korsimoro, cap sera mis sur Puitenga avec le même élan de solidarité envers le monde rural. La QV 2019 du Centre de formation professionnelle au métier des mines et des BTP de Kongoussi est prête à mettre ses compétences au service des entreprises. Forte de 59 élèves, la 2e promotion a effectué sa sortie officielle ce 3 août sur fond de plaidoyer pour une insertion socio-professionnelle réussie. Oscar Soulama, Olopoda. De la main-d'œuvre locale qualifiée et prête pour emploi. Ce sont 59 jeunes qui viennent de valider leur certification dans les filières d'opérateurs dampeurs, de niveleuses, de pelles chargeuses et hydrauliques. Munis d'une attestation du Centre de formation professionnelle au métier des mines et des BTP, ces jeunes sont désormais aptes à manœuvrer les gros engins dans les mines. Puisque nous, on a eu le diplôme, mais pas encore l'emploi. Donc on va demander aux autorités de nous aider à terminer ce qu'on a commencé. Vu la performance de la promotion, il y va de soi de notre devoir de les appuyer techniquement sur les conseils et aussi facilitation sur les entreprises pouvant les recevoir. Tracer le chemin de sa réussite à travers son insertion socio-professionnelle, c'est le défi qui se présente à ces jeunes qui plaident ici pour plus d'équité dans le traitement de l'accès dans les sociétés minières. Dorénavant, nous allons nous y préparer de telle sorte que cet obstacle qui consiste généralement à demander aux jeunes de prendre en charge leur stage, ou souvent que ceux qui veulent bien leur donner la chance d'avoir ces stages-là exigent donc une certaine expérience. Je crois que le ministère en a une claire conscience.
Former la jeunesse pour relever les défis des nouveaux métiers au Burkina Faso, c'est la vision du promoteur du centre, un natif de la province du Baham, qui a eu une pensée pour les personnes déplacées internes à travers une remise de vivres. Elle se bat pour l'alphabétisation des enfants des foyers coraniques et des enfants en situation de rue. L'association ICRA a, au cours d'un déjeuner de presse à Ouagadougou, présenté ses objectifs et les acquis obtenus depuis sa création en 2010. Paul David Bambara, Zoubaviel David Dabier. C'est une rencontre pour échanger sur les acquis engrangés par l'association ICRA qui signifie en arabe Li. L'initiative est des membres de cette association reconnue officiellement en 2013 au Burkina Faso. ICRA intervient dans l'alphabétisation des enfants des écoles coraniques au moyen de l'adjami, une transcription des langues locales avec des caractères arabes. Elle oriente également ses élèves dans la passerelle, la promotion d'hygiène et d'assainissement. Au total, 75 écoles coraniques sont concernées par ces actions au Burkina Faso. L'objectif de ce déjeuner presse est de montrer aux médias les résultats que nous avons obtenus et les perspectives. Nous voulons que tout le politique, toute la société civile, toutes les populations puissent prendre à bras le corps la question de l'éducation des enfants talibés, parce que c'est l'affaire de tous. La rencontre s'est tenue à travers un déjeuner de presse et a vu la participation d'autres partenaires venus du Niger. C'est l'occasion pour ces membres de partager leurs expériences. Il s'agit surtout pour nous de travailler à la mise à l'échelle nationale de l'expérience, de l'approche de l'alphabétisation dans les foyers coraniques. ICRA vient en aide aux couches sociales défavorisées, notamment les talibés dans les écoles coraniques et les enfants en situation de rue. Au Burkina Faso, ICRA intervient dans les régions de la boucle du Moun, le centre-nord, le nord, les hauts-bassins, l'est et le Sahel. Elle vise, selon ses promoteurs, l'instauration d'une paix et d'un développement durable au Burkina Faso et dans la sous-région. ICRA est financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. La Turquie poursuit son soutien au régime de Damas. Recep Tayyip Erdogan a annoncé que des frappes seront menées contre des Kurdes installés dans l'extrême nord de la Syrie. La Turquie va mener une opération militaire dans le nord de la Syrie, annonce faite ce dimanche par le président turc. Recep Tayyip Erdogan brandissait cette menace depuis plusieurs mois. Il n'a pas donné davantage de détails sur le déroulement de l'opération. Maintenant, nous allons mener une opération à l'est de l'Euphrate. Nous l'avons dit à la Russie et aux États-Unis. Il nous est impossible de garder le silence face aux tirs provocateurs effectués depuis la Syrie vers nos villes frontalières. Nous allons continuer à combattre ceux qui sont les ennemis de notre pays, les groupes terroristes tels le mouvement FETÖ, Daesh et le PKK. Les forces kurdes contrôlent une partie du nord de la Syrie. Elles ont reçu le soutien notamment des États-Unis dans leur bataille contre le groupe État islamique. Mais pour le président turc, ces milices kurdes sont une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un mouvement qui lutte pour l'autonomie des territoires à majorité kurde en Turquie. Recep Tayyip Erdogan réclame de longue date l'établissement dans le nord de la Syrie d'une zone de sécurité qui écarterait les combattants kurdes de la frontière turque. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Restez en compagnie de nos programmes.